Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le représentant du Conseil de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chères consoeurs, chers confrères, chers amis. C'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir toutes et tous ici dans les locaux de l'URPS des chirurgiens dentistes de la région Île-de-France pour cette matinée débat portant sur les thèmes des soins dentaires face au désengagement de l'assurance maladie. Pourquoi avoir choisi ce thème, me direz-vous? Certainement par lucidité. Nous assistons à une dégradation de nos finances publiques. Nos déficits budgétaires sont structurels et la dette de la France atteindra cette année les 3 300 milliards d'euros. Nos comptes sociaux sont dans une situation tout aussi inquiétante. En fin d'année 2024, la Cour des comptes publiait un rapport sur la situation financière de la sécurité sociale, dans laquelle elle estimait que, pour la période 2026-2028, la trajectoire des déficits n'était pas soutenable et que le déficit atteindrait 19,9 milliards d'euros en 2028. Cette trajectoire conduit à une impasse quant au financement des futurs déficits à combler et à une fragilisation de la sécurité sociale. Alors, quelles mesures pourraient contribuer à enrayer cette dégradation, à la stabiliser et ou à redresser nos comptes sociaux? Il en existe plusieurs et elles sont toutes plus ou moins connues. Mais nous pensons inévitablement à celle qui consiste pour l'assurance maladie obligatoire à se désengager de la prise en charge de certains risques. D'ailleurs, en 2023, le ticket modérateur est passé de 30 à 40% en matière de prise en charge des soins bucco-dentaires. Cette décision a constitué une première alerte qui, associée à la dégradation structurelle de nos comptes sociaux, nous a conduit à nous poser la question de l'avenir des soins dentaires face au désengagement de l'assurance maladie obligatoire. Alors, cette trajectoire est-elle inéluctable? Devons-nous nous y résoudre? En nos qualités respectives, il est de notre responsabilité et de notre devoir de se poser les questions. Ce devoir, nous l'avons à l'égard de nos patients, mais aussi de nos 45 000 chirurgiens dentistes. Toutes et tous sont inquiets du devenir de notre système de santé et de notre système de protection sociale. Pour preuve, les sondages récents montrent que la santé reste l'une des préoccupations majeures des Français et des Françaises. C'est une constante depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons conscience qu'une remise en ordre des comptes sociaux est indispensable pour assurer la pérennité de la sécurité sociale. Quelles seraient les solutions qui permettraient de concilier les objectifs de la sécurité sociale, notamment d'accès aux soins bucco-dentaires et ses contraintes de financement? C'est pour appréhender toutes ces questions que cette matinée débat a été imaginée. Bien entendu, sans polémique et sans procès. Ce n'est pas le lieu aux URPS. Alors, qu'attendons-nous de cette matinée débat? Des idées, des réflexions, des discussions, des débats pour imaginer, ensemble, les solutions possibles et en appréhender les avantages et les inconvénients. Que votre parole soit entièrement libre. L'exercice est complexe et certainement ambitieux. Mais relevons ce défi qui consiste à trouver des solutions équilibrées et justes entre les patients, les chirurgiens dentistes et les financeurs, pour préserver un égal accès à des soins bucco-dentaires de qualité. Enfin, je voudrais redire, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, la fierté qui est la nôtre, la mienne, de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour débattre de ces questions. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Elle exprime un engagement fort de votre part et une préoccupation partagée pour l'avenir des soins bucco-dentaires. Faisons en sorte d'accompagner au mieux les changements à venir et bâtissons ensemble notre système de santé de demain. Je vous remercie à tous. Philippe Leduc, je vous cède la parole pour animer nos travaux. Je vous remercie de votre présence.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour messieurs. Donc je suis Philippe Leduc, je suis médecin journaliste et j'anime un think tank, le think tank économie de santé, dans le cadre du groupe Les Échos, et puis des débats mensuels dans le cadre des contrepoints de la santé. Alors la présidente a bien présenté le sujet. C'est un sujet de forte actualité. On se souvient que début décembre, le mois dernier, le gouvernement Barnier a été renversé sur le PLFSS sous prétexte d'une baisse, d'une augmentation du ticket modérateur sur les consultations et les médicaments. Donc on est au cœur d'une problématique importante et on s'aperçoit qu'on est aujourd'hui quand même globalement sur l'assurance maladie, sur le système de santé, sûrement un moment de bascule, hein, parce que comme a dit la présidente, les perspectives, il n'y a pas de perspective d'amélioration du déficit de la Sécu ni de l'assurance maladie jusqu'en 2028. Donc il va falloir trouver des solutions. Donc ce matin, il y aura deux débats. Un premier débat avec le directeur qui représente l'assurance maladie et puis le président de l'UNOCAM. Et puis ensuite, il y aura un débat politique pour voir un peu comment les politiques réagissent à cette problématique. Alors, Albert Lottmann, vous êtes directeur général de la CEPAM de l'Essonne et directeur coordonnateur de la gestion du risque en Île-de-France. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été auparavant le patron de la mutualité française. Donc, vous avez une vue, on va dire, à 180 degrés ou à 360. Vous avez été auparavant directeur d'assurance retraite et de la santé du travail Nord-Est. Et puis, vous avez été aussi conseiller en charge du financement, de l'anticipation et de la prévention de la perte d'autonomie au cabinet de la ministre Michel Delaunay de 2013 à 2014. Marc Leclerc, vous êtes polytechnicien, c'est bien ça? On va être prudent, là. On va être prudent. Vous êtes donc le président de l'Union des complémentaires santé, l'UNOCAM, depuis septembre 2021, donc un peu plus de 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi. Vous avez été vice-président de la mutualité française jusqu'à 2023 et vous êtes président, dirigeant effectif, comme on dit, de la mutuelle Unéo depuis janvier 2021 et vous étiez avant le premier vice-président d'Unéo. Donc vous êtes jusqu'au cou dans les complémentaires santé et vous êtes aussi vice-président de la Banque française mutualiste depuis janvier 2021. Alors messieurs, vous allez nous planter un peu le décor, vous allez nous donner votre point de vue sur le thème, c'est les soins dentaires. Alors on fera sûrement des allers-retours entre les soins dentaires et puis la problématique globale de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Y a-t-il donc un désengagement de l'assurance maladie ? Alors, ce qui serait peut-être pas mal, c'est que vous nous rappeliez aujourd'hui qui rembourse quoi dans le dentaire, sachant que les complémentaires sont depuis toujours le financeur majoritaire. Que faut-il penser de l'augmentation du ticket modérateur de 30 à 40% en 2023 ? Est-ce que c'est un coup comme ça ou est-ce que on voit une tendance ? Et les pouvoirs publics, à l'époque, quand ils ont présenté cette augmentation du ticket modérateur, ils se disaient on va augmenter la prévention. Donc on a l'impression qu'ils essayaient de mélanger un peu les gens en disant on va augmenter la prévention, on va augmenter le ticket modérateur. Où on en est du 100% santé pour les soins prothétiques, hein, qui est quand même un élément important dans le débat. Donc quel constat aujourd'hui vous faites ? Et on commence par, comme vous voulez, l'assurance maladie obligatoire. Alors on est obligé. Tout Seigneur, tout honneur. Allez, avec plaisir. Et alors, il y aura un temps de questions-réponses. Préparez vos questions-réponses à la fin pour qu'on ait un petit groupe. Donc, on va faire comme si c'était un groupe de travail pour qu'on aille vraiment au fond du problème et qu'on voit bien les perspectives, comment faire en sorte que tout ça s'améliore. Alors, merci. Bonjour à tout le monde. Pour commencer, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié l'introduction de la présidente de l'URPS et je pense que c'est une très bonne initiative d'engager cette réflexion dans ce moment qui est quand même un moment plein d'incertitudes. Et voilà. Et donc, je pense qu'on a besoin d'échanger, de dialoguer, de confronter les arguments et d'essayer de réfléchir ensemble. Le sujet, il est plus politique. Mon rôle, il va être un peu compliqué là, parce que on voit bien que, voilà, moi, je vais essayer d'apporter un regard plutôt technique, mais beaucoup des réponses aux questions que vous posez relèvent plus, j'ai l'impression, de la deuxième table ronde que de la première. Moi, ce que je peux dire, alors là, je vais prendre la casquette vraiment assurance maladie obligatoire, mais vous comprenez avec mon parcours que je ne vais pas opposer les deux. Et je pense qu'une des clés, c'est quand même le renforcement de la collaboration et des synergies entre les principaux financeurs.
Globalement, si on regarde le passé, autant sur l'avenir, la question du désengagement, et c'est comme ça d'ailleurs que la présidente de l'URPS l'a posé, sur l'avenir, le sujet, c'est un sujet compliqué. Sur le passé, ok, bon, voilà, il y a eu en 2023 cette décision d'augmenter le ticket modérateur. Ça, on ne va pas tourner autour du pot, enfin, c'est une réalité. Si on regarde sur les 10 dernières années ou sur les 5 dernières années, en perspective de moyen terme, il n'y a pas de désengagement de l'assurance maladie obligatoire sur les soins dentaires. Je rappelle qu'en parallèle de la réforme du 100% santé, alors après c'est vrai que dans les éléments de communication gouvernementale, parfois on a fait un mélange des deux sujets. Il y avait l'augmentation de la prise en charge d'un panier de soins, notamment d'un panier de soins prothétiques, en contrepartie de l'engagement de la profession de tarifs opposables sur des actes de soins qui étaient auparavant à honoraires non régulés. C'était ça le deal central, quelque part, qui a été négocié, dans le cadre d'ailleurs d'une négociation conventionnelle, ce qui n'est pas forcément le cas du 100% santé sur d'autres professions. Et je pense que du coup, cette négociation a été utile et a permis de faire quelque chose qui a marqué un énorme progrès d'accès aux soins dentaires, en tout cas aux soins prothétiques, et permet à la France d'être quand même, quand on regarde par rapport aux autres pays de l'OCDE, un des pays, si ce n'est le pays, où la prise en charge des soins dentaires, y compris les soins prothétiques de base, en tout cas la couronne métallocéramique, alors après on peut penser ce qu'on veut de savoir si c'est l'avenir du soin, mais en tout cas on est le pays qui prend en charge dans les meilleures conditions ce panier de soins qui correspond au panier de soins du 100% santé, et des situations de renoncement aux soins que tous les chirurgiens dentistes nous disaient constater dans leur cabinet, avec des bouches extrêmement dégradées par renoncement de soins, par incapacité à financer. Le panier de soins ou le plan de soins qui était proposé par le chirurgien dentiste était vraiment abandonné à leur sort et sans solution, avec potentiellement des conséquences sur l'ensemble de la santé de la personne. Enfin voilà, donc pour moi, la réforme du 100% santé, c'est une réforme de l'accès aux soins. Et de ce point de vue-là, sur le dentaire, je crois qu'on peut faire le constat collectif qu'on a beaucoup amélioré les choses et qu'on est arrivé à un niveau, à la fois par la mobilisation des moyens de l'assurance maladie obligatoire et surtout des complémentaires, qui a quand même été un progrès considérable. Donc, désengagement, on va y venir, mais enfin, il faut d'abord se remettre en perspective qu'on a fait des progrès considérables sur les 10 dernières années. Quand on regarde la part de l'AMO sur la prise en charge des soins dentaires, elle est plutôt stable sur longue période. Voilà, donc il y a évidemment en 2023-2024 un décrochage lié à l'augmentation du ticket modérateur, mais on retrouve le niveau qui était celui d'il y a 10 ans à peu près. Donc globalement, on n'est pas sur un désengagement de l'assurance maladie obligatoire. Et je rajoute qu'en parallèle de ce 100% santé sur le panier de soins prothétiques, il y a eu une revalorisation très importante des soins conservateurs, insuffisante probablement, parce que les soins conservateurs en France étaient historiquement, c'est l'équilibre sur lequel on s'est construit, sous-financés. Et quand on compare la situation française, pour le coup, avec la situation des autres pays européens, on voit bien qu'on avait construit un modèle économique des cabinets dentaires où les 2 tiers du temps et de l'activité étaient des soins conservateurs et les 2 tiers des revenus étaient liés aux soins prothétiques. Et il y avait un déséquilibre, y compris qui pouvait induire des choix d'options thérapeutiques qui étaient en décalage avec ce que le consensus veut comme politique de rémunération. On a revalorisé les soins conservateurs, et dans cette revalorisation des soins conservateurs, c'est l'assurance maladie obligatoire qui a pris une part forte. Voilà. Et donc, voilà, moi, je ne disconviens pas que cette question du ticket modérateur, là, pose une vraie question. C'est est-ce que c'est le début d'un désengagement ou pas? Je n'ai pas la réponse, parce que ça, c'est pour le coup des choix politiques. Et je ne disconviens pas non plus que la situation de financement de l'assurance maladie obligatoire, elle est dans un état très préoccupant, avec une population qui vieillit.
et avec un progrès technique qui fait que les coûts sont de plus en plus élevés. Plus une transition épidémiologique avec une explosion des pathologies chroniques, plus la conséquence de la qualité de notre système de santé, de la qualité des soins en France, qui fait que beaucoup de pathologies qui étaient mortelles ou non curables deviennent des pathologies chroniques. Enfin, il y a un ensemble de choses qui sont à la base des bonnes nouvelles. Enfin, si la crise de notre système de santé, c'est quand même la rançon de son efficacité. Dans une période de déprime collective très forte, je crois qu'il faut quand même rappeler ça. Mais n'empêche que les défis qui sont devant nous sont énormes. Donc voilà, pas de désengagement sur le passé. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, on assiste à un désengagement. En revanche, au contraire, une amélioration considérable par la combinaison des deux financeurs de la prise en charge des soins dentaires, voilà, et qui fait que, même si la profession, elle, ne le ressent pas comme ça, l'augmentation du volume des actes plus l'augmentation de la solvabilisation des patients fait qu'on a vécu des années là, on sort d'une période qui a été une période quand même, je pense, très favorable dans le financement par la collectivité des soins dentaires. Alors, Marc Leclerc, vous partagez ce point de vue, puis après on rentrera un peu plus dans les choses. Alors, compte tenu de nos parcours, vous l'avez compris, on n'aura pas forcément des analyses radicalement différentes. On va essayer de vous pousser un petit peu dans le tranchement. Oui, et je voudrais peut-être finalement commencer mon propos par souligner les différences entre ce qu'est le système de l'AMO et ce qu'est le système des complémentaires, essayer de faire un petit peu de pédagogie sur ce que nous sommes et sur ce que nous ne sommes pas. Hein. Donc moi, ici, je représente l'UNOCAM. L'UNOCAM, c'est écrit il y a 20 ans, hein, c'est un bel anniversaire, pour représenter les organismes complémentaires d'une voie unique dans les négociations conventionnelles. Voilà, ça, c'est vraiment le rôle de l'UNOCAM. Alors, les organismes, c'est quelque chose d'assez divers. L'UNOCAM regroupe, en simplifiant, 3 familles, et un cas un petit peu particulier, qui est le régime local d'Alsace-Moselle, mais je vais faire un petit peu abstraction, parce que quelque part, dans ces mécanismes, ça ressemble à quelque chose géré paritairement, plus proche de l'assurance maladie, même si c'est un complément, que de notre métier à nous. Donc moi, je voudrais me concentrer sur notre métier à nous, notre métier principal de ces 3 familles, et rappeler qu'il y a 3 familles. Pourquoi ? Parce qu'en France, il y a 3 types d'organismes qui font des activités d'assurance. Les institutions de prévoyance, les mutuelles 45, que connaît bien Albert, et les sociétés d'assurance. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont des organismes non lucratifs. Je fais cette parenthèse. Une grande partie d'entre elles, sauf les sociétés d'assurance qui sont privées à capitaux, sont des organismes non lucratifs. En tout cas, ce qui les rejoint tous, et ce que je voudrais souligner, c'est que nous sommes des assureurs. L'assurance maladie porte le nom d'assurance maladie, mais en réalité, ça n'est pas une assurance au sens propre. Et moi, je voulais le rappeler ici. Donc cette activité d'assureur, ça se traduit dans des contrats collectifs pour les entreprises, vous connaissez ça, et par des contrats individuels. Et si vous permettez, moi je voudrais juste rappeler qu'est-ce que c'est que l'activité d'assurance, qui est très différente de ce que fait l'assurance maladie. C'est une mutualisation du risque qui est porté par des individus, même si c'est parfois dans des contrats collectifs d'entreprise. Et cette mutualisation du risque, je vais la simplifier schématiquement. On a des mathématiciens chez nous qu'on appelle des actuaires. Et ils font quelque chose de très simple. Ils regardent un panier de soins. Très simple. Non, c'est un peu compliqué, il faut faire des maths. Mais ils prennent un panier de soins, ils regardent le coût des soins, ils regardent l'occurrence, on va dire les statistiques du fait que ça se produise. Ils font des calculs financiers et on obtient un coût du risque. On met quelques chargements là-dessus, on met quelques taxes, beaucoup, parfois. Et en fait, on obtient un tarif. Et cette activité, elle est très très encadrée par l'Union européenne. Il y a une directive qui s'appelle Solvabilité 2, qui fait peser sur nous des exigences qui ne pèsent pas sur l'assurance maladie, notamment en matière de fonds propres, de solvabilité. Voilà, je voulais rappeler ça parce que sur ce qui est, nous, le deuxième financeur que nous sommes, il n'y a pas beaucoup de miracles à faire quand on veut regarder les choses. Nos tarifs, ils dépendent des taxes, enfin leur augmentation, de l'augmentation éventuelle des taxes, de la dérive des dépenses ou des transferts que peut faire l'assurance maladie. Et ça, c'est directement l'assuré qui le paye. Voilà, ça me paraissait utile de faire ces tarifs. Après, sur la question et les sujets, le désengagement, Albert l'a rappelé, vous l'avez rappelé, nous sommes depuis toujours, presque, je pense, le premier financeur en matière de soins dentaires. Alors, ça, c'est pas vraiment nouveau. Combien quels sont, alors, aujourd'hui, en 2023, les derniers chiffres qu'a sorti l'adresse, c'est on couvre 43,9% de la dépense, c'est-à-dire ça représente 6,8 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, là où l'assurance maladie couvre 39,3.
Vous allez me dire, le reste, c'est qui? C'est le patient, c'est le reste à charge. Et donc voilà, on est financeur majoritaire. Je voudrais souligner qu'on est premier financeur et que c'est une tendance en hausse. On est passé en 10 ans, enfin plutôt de 2010 à 2023, de 36,6% à ces fameux 43,9%. Donc ça, c'est plutôt une tendance et qui, évidemment, s'est accélérée avec deux choses. Avec le 100% santé. 100% santé, je ne vais pas paraphraser tout ce qu'a dit Albert. Une réforme utile pour améliorer l'accès aux soins en matière dentaire, centrée beaucoup sur le prothétique, quand même, il faut le dire. C'était un petit peu l'inconvénient, mais c'était nécessaire, et qui a été massivement financée, en fait, par les complémentaires. Donc voilà, une politique publique finalement mise en place en disant on va faire payer ça aux complémentaires, donc virgule aux assurés des complémentaires. C'est assez simple. Après, ça a été utile, ça a joué un rôle important. Et le deuxième effet, c'est le fameux passage de 30 à 40, dont pour l'instant, on l'a vu qu'une seule... on commence à voir l'année pleine, on va la voir en 2024. 2023, sur les chiffres que j'ai donnés, c'était avec que partiellement ce transfert-là. Donc ce 100% santé, nous on est content d'y avoir contribué, on sait ce qu'il a apporté, avec peut-être un petit bémol, et ça il faudrait l'analyser plus en profondeur. Est-ce que vraiment c'est des Français qui ne se soignaient pas qui se sont soignés? Est-ce qu'il y a vraiment eu un nombre de personnes recourant aux soins supérieurs? Je pense que ça reste encore à varier, mais les Français se sont plus et mieux soignés. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc l'essentiel de la réforme a été porté par les OCAM. C'est ça, plus 17% de recours aux prothèses? Alors, moi, je peux vous le donner sous l'angle de l'amélioration du reste à charge. Le reste à charge aujourd'hui, en gros, 16,6%. En 10 ans, il a baissé de 12,8 points, dont 6 qui serait dû à ce 100% santé. Donc c'est vraiment... Après, il y a un effet rattrapage toujours, quand on augmente les taux de remboursement. Pour des gens qui étaient dans le renoncement aux soins, on avait connu ça avec la CMU à l'époque, les premières années, il y a un effet rattrapage, donc il faudra un peu de recul pour voir l'impact de façon pérenne. Alors, autre petite précision... Marc, juste sur les chiffres que vous nous avez donnés, donc de 36,6 à 43,9, c'est ça? Oui. Ça montre bien qu'il y a un désengagement de l'assurance maladie obligatoire. Alors, est-ce qu'on peut le voir comme ça? Parce que non, justement, c'est ce que... Moi, vous payez plus et... Moi, je rejoins un peu Albert. C'est le reste à charge qui a baissé. Je rejoins un peu Albert. Je ne parlerai pas de désengagement, je parlerai moins de désengagement de la Sécu que d'engagement supplémentaire des complémentaires santé. Oui, mais alors est-ce que c'est vraiment le reste à charge? Alors, effectivement, le passage de 30 à 40, il faut rappeler le contexte dans lequel il est arrivé. À l'époque, le PLFSS prévoyait des transferts. Bon, il y a une théorie des transferts qui a été une déformation de la dépense entre complémentaires santé et assurance maladie. On a beaucoup de débats sur ce sujet parce qu'on n'est pas d'accord avec les arguments servis. Mais enfin, au bout d'un moment, on a dit, il faut transférer de la charge vers les complémentaires santé, ce qui, si je reviens à mon introduction, vous l'avez compris, augmente mécaniquement les tarifs. Donc en fait, ce n'est pas une solution miracle. Vous prenez l'argent dans la poche des assurés pour combler ces trous, parce que pour de bonnes raisons, peut-être, l'assurance maladie paye plus les ALD à des coûts qui dérivent. C'est un fait. Le trou dont vous avez parlé, il est bel et bien là. Donc dans ce contexte-là, c'est tombé sur le dentaire, ça aurait pu tomber ailleurs, honnêtement. C'est arrivé en plus en pleine négociation, je crois, conventionnelle, donc ça a semé un petit peu le trouble. On ne comprenait pas, mais en même temps, on est retombé sur cet argument qu'on allait faire plus de prévention, ce qui est vrai, si on peut dire un mot de cette belle négociation de 2023, où on s'est mis, j'en dis un mot rapidement, on s'est quand même mis d'accord assez en amont entre financeurs avec l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'il fallait faire un virage préventif après un 100% santé orienté très prothétique. Nous, on a adhéré à cette idée dès le début. Après, à 100% santé prothèse, voilà, un vrai virage avec une refonte de l'EBD, annualisé, revalorisé. Et ce qui est très nouveau, c'est cofinancé et coporté avec l'assurance maladie et bien sûr les professionnels de santé. Donc c'est très très ambitieux et de l'argent a été mis. 613 millions d'euros, donc 374 millions d'euros sur la prévention, 253 pour l'assurance maladie, quand même, ça ne désengage pas complètement, et 230 pour les complémentaires santé. Donc, vous voyez, mais tout ça, ce n'est pas encore dans les stats, puisque c'est la convention de 2023, et donc on ne le voit pas encore dans les statistiques, puisque c'est en train de se mettre en œuvre. Donc c'est vrai que l'effet augmentation des tickets modérateurs, là on le voit, c'est assez brutal, puisque ça s'est fait fin 2023, donc c'est sur les comptes de l'année 2024, alors que la mise en œuvre de la nouvelle convention, avec l'amélioration d'un certain nombre de remboursements, notamment sur des actes de prévention, on le verra de façon plus progressive. Mais voilà, je partage ce qui est dit. Donc voilà,
bon, en résumé, les assurances complémentaires sont très engagées sur les soins dentaires depuis longtemps. Ils le sont plutôt de plus en plus. Ça, les chiffres le montrent. Hein, on le porte de plus en plus. Dans le champ conventionnel, évidemment, et le cas échéant, hors conventionnel, puisqu'on peut rembourser des choses et des soins complémentaires. Donc pour vous, il n'y a pas de désengagement de l'assurance maladie, mais il y a un surengagement de l'assurance maladie complémentaire. C'est un peu le paradoxe. Oui, mais bien sûr, il y a cet effet 30-40 qui, pour tout le monde, a été perçu comme un désengagement. Moi, je suis comme Albert. Je ne sais pas si c'est une tendance lourde ou qui irait vers un décroisement des soins, comme on en parle parfois, c'est-à-dire finalement l'AMC s'occuperait de tout le dentaire, de tout l'optique ou de je ne sais pas quoi. On n'en est pas là, et moi je ne sais pas dire, c'est plus aux politiques de le dire. Aujourd'hui, on a plutôt, nous, pris une plus grosse part des soins là-dessus, c'est factuel. Et l'assurance maladie continue quand même à proposer des programmes ambitieux et à construire, avec l'ensemble des acteurs, des programmes ambitieux de prévention. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Si on prend la part État et assurance maladie, parce que ce qui fausse les statistiques, c'est qu'il y a eu en 2020 un transfert on va dire, sur la C2S de l'accès aux soins dentaires d'un certain nombre de publics précaires. Et donc, les statistiques montrent un désengagement de l'État, mais considérons l'ensemble État-assurance maladie. En 2020, on était à 40% à peu près de la dépense de soins dentaires. On est en 2024 à peu près à 40%. Voilà, il n'y a pas, globalement, sur les grandes masses, il n'y a pas de désengagement. En revanche, comme les dépenses augmentent beaucoup, c'est plutôt les complémentaires qui ont pris la part de l'augmentation. Ça, c'est incontestable, notamment du fait de l'augmentation. Mais ça, c'est les vases communicants. S'il y en a un qui prend plus, en pourcentage, prend moins. Quand même. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, ou sur même les 5 dernières années, le reste à charge des ménages, il a énormément baissé du fait du 100% santé. Mais est-ce qu'on n'est pas un point de bascule? Parce qu'on l'a vu quand même dans le PLFSS précédent, le ticket modérateur était la solution sur les consultations et sur le médicament pour économiser un peu. Donc c'est ça la question. Au niveau mais le ticket modérateur, c'est sur les soins conservateurs. Voilà, le gros de la dépense. Quand on va chez le chirurgien dentiste, c'est quand on a des soins prothétiques. Oui. On ne parle pas des mêmes volumes, là. Et donc, quand on fait le 100% santé sur les soins prothétiques, ou par l'effet combiné, c'est pas que la Sécu, hein, c'est surtout les complémentaires, mais par l'effet combiné du contrat responsable et du cofinancement, on n'a quasiment pas de reste à charge. C'est une mesure dont l'impact financier, au macro, est beaucoup plus importante que les 10% sur les soins conservateurs. Soins conservateurs, même si on les a revalorisés, et je m'en félicite, si on demande à M. Solera, il va dire qu'ils sont quand même encore insuffisamment financés. Donc, et on le voit quand on compare avec l'Allemagne, avec d'autres pays, on a des tarifs de soins conservateurs en France qui restent un peu en deçà de ce qui se fait ailleurs. D'accord. Alors, Marc, est-ce que l'objectif des complémentaires santé, c'est d'accroître sa part ? Alors, on a vu toujours, si on prend le PLFSS de l'automne dernier, que quand le ticket modérateur devait augmenter de 30 à 40% sur les consultations et sur le médicament, la mutualité des complémentaires santé n'était pas du tout ravie. Disons, on va augmenter nos tarifs, il risque d'y avoir un... Ils préfèrent quand les taxes augmentent. Oui, parce que, au passage, hein, rappelons quand même que ce qui a fait le plus augmenter les complémentaires santé ces 20 dernières années, ce sont les taxes. Oui, parce que... Albert a évoqué la C2S, je voudrais quand même rappeler qu'elle est financée par une taxe sur les gens qui payent des complémentaires santé. C'est pur et net, c'est eux, finalement, on prend dans leur poche, hein, c'est une contribution déguisée. C'est l'ancienne CMU. Voilà, l'ancienne CMU, tout ça est financé au travers de la TSA. Je ne sais plus, 14,7%, enfin, sur toutes nos cotisations. Hein. Donc voilà, les Français ne le savent pas, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que si vous faites un sondage, qui sait qu'en fait, il paye autant sur sa complémentaire santé pour financer en fait la C2S. Voilà, ça c'est peut-être un sujet politique. Il y a peut-être aussi un manque de transparence et de compréhension des Français même sur leur propre système et comment il fonctionne. C'est un peu compliqué, mais on n'essaye pas de le rendre plus simple. Hein. Mais est-ce que l'objectif des complémentaires santé, c'est d'accroître sa part oui, moi je le dirais pas comme ça. Non, mais je le dirais pas comme ça. Alors, vous pouvez toujours avoir de regard. Si vous êtes un entrepreneur, et je vous ai rappelé qu'on était des assureurs, on pourrait dire, vous pouvez vous féliciter que la masse assurable augmente. Vous allez dire, ça va faire. Bon, sauf qu'à la fin, on a aussi intérêt, comme tout le monde,
un équilibre global pour que tout ça se soit finançable et que les Français puissent massivement accéder à des complémentaires santé. Donc c'est un équilibre. Si vous le regardez sous l'angle, ah bah ça me fait du chiffre à faire en plus, vous vous frottez les mains, mais si vous regardez sous l'angle, ça rend, entre guillemets, le produit que je propose de moins en moins finançable, notamment pour certaines catégories, c'est pas bon non plus. Donc il n'y a pas de volonté ou de plan d'aller prendre ce que fait l'assurance maladie ou pas. Il y a une répartition historique sur un certain nombre de domaines. Il y en a 3 hein, où nous sommes majoritaires. Hein, c'est l'optique, le dentaire et l'audioprothèse. Voilà, il n'y a pas un plan là-dessus. Il y a parfois des réflexions. On a dit, est-ce qu'il faudrait décroiser plus clairement, dire clairement que ça c'est du complémentaire, ça ne l'est pas. Je ne sais pas quelle est la position de l'assurance maladie là-dessus. Je ne peux pas affirmer qu'on ait une position définitive sur ces sujets-là. Mais non, je ne dirais pas que nous avons un plan, nous, pour prendre de plus en plus de décroiser, ce qui serait logique quelque part. Ou pas, parce que la santé bucco-dentaire, ça fait partie de la santé tout court. Hein. Enfin, ça, c'est plutôt la position de l'assurance maladie. Mais voilà... Non, nous, on pense que... Décroiser, ça veut dire que vous prenez 100% sur certains soins. Oui, ce qu'on appelle décroiser, voilà. C'est ça. C'est dire il y a des soins qui sont pris en charge par l'AMO, et puis plutôt complètement, et puis il y en aurait qui seraient pris en charge par l'assurance santé. Ça a été évoqué dans notamment le rapport HCAM. Hein, il y avait plein de scénarios, et ça faisait partie des scénarios possibles. Dont cela. Oui. Donc, moi, je n'ai pas ici de position officielle pour dire on veut ça ou on veut pas ça. De toute façon, il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets. Mais on n'en est pas, enfin, factuellement, on n'en est pas là en France. Et juste ce signe 30-40 ne doit pas forcément être perçu comme nous courons vers un décroisement. Je ne sais pas si l'histoire s'éclairera comme ça. Peut-être la deuxième table ronde aura des idées là-dessus, politiques. Mais nous, à un moment donné, on applique la réglementation telle qu'elle est, et on fait notre métier en complément de l'assurance maladie. Et je voudrais rappeler, il est très différent. C'est complémentaire, on ne fait pas la même chose, on a une relation de proximité avec nos adhérents. On veut, nous, jouer un rôle en matière de prévention. On estime que c'est utile, à la fois au travers des contrats collectifs et puis même des contrats individuels, en complément de ce que fait l'assurance maladie. Et les professionnels de santé, qui aussi sont des acteurs de la prévention, évidemment. Donc non, ça ne relève pas d'une volonté construite, écrite, où on s'est réunis dans un bureau en disant on va en prendre le plus possible sur le dentaire, c'est notre stratégie. D'ailleurs, le 100% santé n'est pas arrivé comme ça, soyons honnêtes. Hein. Il n'est pas arrivé par les complémentaires santé qui disent tiens, je vais mettre le paquet sur la prothèse. Mais c'est plutôt une idée un peu politique. Et puis ensemble, on a adhéré, on a construit quelque chose qui a produit ses effets, mais qui était aussi un peu centré que sur le curatif. Mais justement, l'UNOCAM, vous l'avez dit, a été créé dans la réforme de l'assurance maladie de 2004, il y a 20 ans. Mais le pouvoir de l'assurance maladie, au même moment, a été renforcé, celui du directeur général. Est-ce qu'à l'UNOCAM, vous avez un vrai pouvoir? Vous venez de le dire, sur le 100% pensé, on y pense. On ne sait pas nous qui l'avons initié, mais enfin, on s'est mis. C'est une bonne question. D'abord, on est content d'être reconnu comme partenaire conventionnel. On pense que c'est notre juste place ici. Alors, le pouvoir, il y a beaucoup de pouvoirs réglementaires, il y a évidemment il y a un pouvoir d'influence, il y a aussi la relation que nous avons avec nos assurés. Mais il faut reconnaître que dans notre pays, beaucoup de choses sont verticalisées par la loi et la réglementation. Le contrat responsable a été évoqué. Il y a des réflexions d'ailleurs là-dessus qu'on pousse, nous les complémentaires, en disant qu'il faut peut-être un petit peu relâcher certaines zones, donner plus de liberté sur ce qu'on rembourse ou ce qu'on ne rembourse pas, pour que nos patients s'y retrouvent. Enfin, nos patients, pardon, pas nos patients, nos assurés. Par exemple s'y retrouvent. Oui, par exemple, il y a des choses où vous devriez avoir plus globalement, qu'il y ait moins de remboursements qui soient imposés au travers du contrat responsable, qu'on ait plus de liberté là-dessus. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions qui ont été faites. Hein. Il y en a qui ont été poussées, pas forcément les mêmes par les différentes fédérations. Donc, comme je travaille pour toutes les fédérations, je ne peux pas prendre parti sur ce sujet-là. Il peut y avoir des nuances entre familles d'assureurs sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais on est tous plus ou moins d'accord pour revoir le contrat responsable qui est un carcan peut-être un petit peu excessif aujourd'hui, qui a son intérêt, mais il faut laisser plus de liberté dans la construction de nos contrats. Moi, ce que je voulais dire, c'est l'important, c'est un peu ce que la présidente nous invitait à faire tout à l'heure, c'est un peu de prospective.
parce que le sujet du tuyau et effectivement, le thème du désengagement, c'est bien, c'est un thème un peu polémique et donc ça suscite un intérêt. Mais bien sûr, il y a des choix de financement et voilà, je ne dis pas que le tuyau n'est pas le plus important, mais par rapport à une évolution des besoins de soins, une évolution des besoins de financement, au-delà de qui paye et par quel canal le financement arrive, c'est aussi la soutenabilité de la dépense. Et, voilà. Et moi, je pense, donc, on parlait de prévention. On a essayé ensemble, UNOCAM et Assurance Maladie, avec la profession, de mettre l'accent sur la convention donc 2023 sur la prévention. Et clairement, il y a peu de sujets, de façon aussi évidente qu'en matière de soins dentaires, où la prévention est vraiment un levier puissant pour maîtriser le tendanciel de la dépense. C'est vrai d'une manière générale, on a intérêt au virage préventif. Il y a des sujets de médecine sur lesquels ça sera très long, très compliqué pour que ça produise des effets, et l'impact sur l'évolution des dépenses est parfois incertain. Mais en matière de soins dentaires, je pense, sous le contrôle, mais ils pourront me contredire tout à l'heure, des professionnels, on voit bien que là, ça a vraiment du sens. Et ça peut produire des résultats à court terme. On n'est pas forcément sur une prévention. On a toujours l'impression, quand les spécialistes parlent de prévention, que c'est un investissement qui donnera des effets dans 20 ou 30 ans. Non, en matière de soins dentaires, on peut avoir des effets très, très rapides. Donc, faire bouger les comportements, investir. Alors, revaloriser les soins conservateurs et continuer à le faire, c'est un moyen de faire de la prévention. Parce que chaque fois qu'on peut essayer d'avoir une médecine préventive, enfin, qui soit pas mutilante et qui permet de sauver des dents, je pense que ça a quand même du sens. C'est déjà la première étape de la prévention. Et ensuite, changer les comportements, voilà. Et notamment, on a une grosse action dans cette convention pour développer les programmes de prévention sur la cible des enfants, des adolescents, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important, sur lequel, vous l'avez dit, on a apporté des financements nouveaux. Et vraiment, je crois que... Mais est-ce que vous, justement, sur la prévention, qui est un sujet majeur, et c'est un peu l'ère arlésienne aujourd'hui, alors pas peut-être dans le dentaire, parce que l'assurance maladie a fait pas mal de choses sur la prévention, mais est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors, je vais apporter peut-être une toute petite nuance. D'abord, moi, je suis d'accord avec l'importance de ce virage dentaire. Et il faut se féliciter que ce soit dans le domaine dentaire qu'on ait fait cet exemple de vrai virage préventif. Franchement, cette convention, je crois qu'il faut s'en féliciter. Là où je suis un tout petit peu plus prudent, c'est que, certes, c'est peut-être pas dans 20-30 ans, il faut pas, le résultat il ne sera pas immédiat. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que quand on a mis le 100% santé en place, on nous a dit mais tout ça, ça vous coûtera rien, parce qu'en réalité... à la fin de l'histoire, il y aura aussi un rééquilibrage vers les soins conservateurs par rapport à prothétique, vous allez vous y retrouver. Bon, évidemment, ça, c'est pas du tout produit. La réalité, c'est que cette réforme a coûté beaucoup plus cher aux complémentaires santé. Il faut attendre un petit peu. Prévu. Non, mais moi, je suis le premier à l'admettre que ce n'est pas d'un claquement de doigts. D'ailleurs, la profession nous a dit attendez, quand les gens ont les dents pourries, il faut les soigner. C'est bien beau de dire qu'il faut faire des soins. Bon, voilà, il faut les soigner. Et on a entendu ça, il fallait faire cet effort. Mais je voulais insister là-dessus pour dire que ce n'est pas tout de suite qu'on a eu les bénéfices d'un investissement, d'autant plus qu'on a d'abord mis le paquet d'argent sur les prothèses. Mais cette convention, c'est un exemple qu'on trouve, nous, excellent. Parce que dès le début, on s'est mis d'accord, on pense qu'on a un rôle complémentaire à jouer. Ce programme, il va être coporté. Alors coporté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on va aussi contribuer dans notre relation de proximité avec les adhérents. Mon rêve, de temps en temps, j'ai dit I have a dream, c'est qu'ensemble, professionnels, nous et AMO, on arrive à un taux de recours au programme qui soit très supérieur à celui de MTDent, enfin au moins supérieur à celui du MTDent précédent. I have a dream. Et MTDent, oui, progressivement. MTDent, c'est combien aujourd'hui, Albert ? Mais j'ai plus le chiffre non plus, 30, mais il est relativement. 30% à 6 ans. 30% à 6 ans, 14% à. Voilà. Et donc on voit que c'est pas satisfaisant parce qu'on ne peut pas faire un virage préventif avec des taux de recours de ce type-là. Et notre conviction, c'est que c'est plutôt en s'y mettant tous les trois ensemble, qu'en cloisonnant, quand je dis tous les trois, c'est avec les professionnels de santé, qu'en cloisonnant les choses, en disant la prévention c'est moi ou la prévention c'est lui,
jouons cette carte jusqu'au bout. Alors, elle emporte ses contraintes, je vais en faire sourire certains. Oui, il faut mettre du tiers payant en place pour le BD. Oui, il faut que ça marche, on fera tous des efforts pour ça. Mais regardons quand même loin, est-ce que ça devrait apporter ? Je crois qu'on va démontrer que c'est un bon exemple. Alors, le résultat ne va pas être immédiat, c'est peut-être pas dans 5 ans qu'on a une génération sans carie, mais franchement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est un des rares leviers pour maîtriser la dépense. Après, en fait, on peut dire que ces chiffres sont insuffisants, mais si on avait les mêmes résultats sur l'obésité des adolescents, on serait hyper content. Oui. Hein Oui, c'est toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Mais alors, voilà, si c'est on- compliqué la prévention de toute façon. Si Mais on fait de la honnêtement, on est plutôt quand même pas mal. Hein. Si on fait de la prospective, vous l'avez dit, Marc Leclerc, vous êtes dans 2 mondes différents. Vous, Oui. vous êtes assureur. Ouais, complètement. L'assurance maladie On n'est n'a pas les assuré- mêmes contraintes. n'est pas assureur, même si ça s'appelle Et assurance nous, on maladie. nous transfère une charge, Voilà. ça se transfère sur Mais le vous prix. n'avez pas, c'est donc très vous simple. n'avez pas du tout le modèle, vous n'avez pas du tout le même modèle. Comment vous pouvez travailler ensemble pour les patients et que les professionnels de santé se sentent impliqués, pas martyrisés, motivés, stimulés, encouragés? Enfin, nous, on n'a pas l'intention de martyriser les professionnels de santé, c'est nos premiers Il y en alliés a dans qui- la santé de nos Oui, mais assurés. il y en a hein. qui se plaignent un peu, les professionnels de santé, disant on est contrôlé, les réseaux de soins, etc. Ah bah, Qu'est-ce alors, qui- Oui, on va en parler. Bon, Si allez-y. vous voulez qu'on parle des contrôles, on va parler des contrôles. Des je contrôles, crois qu'ici, tout le monde sera d'accord contrôle sur le des fait prix. qu'il vaut mieux contrôler un certain nombre de centres dentaires Je sur ce qu'ils pense font. même que beaucoup de gens qui sont dans la salle nous ont alertés sur le fait que les grandes campagnes de contrôle qu'on a menées ces derniers temps, notamment sur des centres de santé dentaire peu qualitatifs et très financiers, voilà, enfin, lucratif. Non, mais au-delà de lucratif, moi, j'ai rien contre l'activité économique lucrative. Mais quand le lucratif remplace la qualité des soins, bon, voilà, on a eu quand même là vraiment des pratiques extrêmement graves, mutilantes, dangereuses. Non, mais là, on est etc. d'accord, c'est de la fraude. Oui, mais c'est- bon, voilà. il faut le faire. Et Mais c'est sur- en sur bonne l'ensemble intelligence de- avec la profession, sur avec les l'ensemble de la ordres, avec profession. les URPS. Et je pense que, voilà. Et c'est une des raisons sur le décroisement tout à l'heure qui était évoqué. Il y a besoin d'une présence des pouvoirs publics forte. En l'occurrence, ça passe par l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui, dans la régulation de toute activité de soins. Et je pense que c'est une des... Mais on a besoin d'une collaboration forte Voilà, c'est ça. pour lutter contre la fraude. Et ça fait partie Ensemble. des axes de progrès. Et pas chacun dans son coin. Oui, ça, Et c'est- on Alors, puisse partager les données. là. On est en train de Voilà, travailler. alors, On est alors, en train de oui, travailler. sur les données de santé, c'est un Il y a sujet un chaud petit aussi. sujet d'organisation des Oui. complémentaires aussi, parce que quand vous avez 400 complémentaires, c'est compliqué pour coordonner tout ça. Donc, mais on est en train de le faire à travers les systèmes d'information. Moi, quand je suis directeur de ma CEPAM de l'Essonne et qu'il y a un centre de santé qui fait n'importe quoi, j'ai des assurés sociaux de la CEPAM de l'Essonne et d'un peu partout de l'Île-de-France qui relèvent de 400 organismes complémentaires différents. Et donc, on est en train de structurer une organisation technique pour que, dans notamment la récupération des indus, etc., et dans les sanctions qu'on apporte, on puisse avoir des actions concertées entre le régime obligatoire et le régime complémentaire. Et vraiment, c'est les gros travaux du moment, là, en ce moment. Et il y a eu longtemps une demande, et voilà, et aujourd'hui, l'assurance maladie, la CNAM, est très mobilisée sur ce sujet-là. Mais honnêtement, moi, je pense que le modèle économique et que la question de la rémunération, vous avez bien entendu la société française, toutes les professions de santé ont des deux attentes et elles sont toutes légitimes. Et au-delà des professions de santé, je crois que personne considère qu'il gagne trop bien sa vie. Si je regarde encore une fois l'assurance maladie obligatoire, entre 2019 et 2022, il y a une augmentation de 5% par an des dépenses d'assurance maladie sur les soins dentaires. Donc là, c'est une manière aussi de répondre à la question du désengagement. Le panier de soins, il a beaucoup augmenté parce que justement, des gens qui ne se soignaient pas et qui renonçaient aux soins ont pu accéder aux soins. Et donc, l'activité économique des cabinets dentaires. Alors après, j'entends que les coûts, l'inflation, le coût des prothèses, le coût des fournitures. Moi, je gère des centres de santé dentaires parce que la caisse primaire gère aussi des centres de santé. Ils sont tous déficitaires. Donc, je vois bien le sujet. Mais malgré tout, mais ils sont déficitaires parce que surtout, je n'arrive pas à recruter des chirurgiens dentistes. Et que j'ai des coûts fixes. S'ils n'ont pas de professionnels, c'est dur. Oui. Probablement qu'on les... Mais non, mais ce que je veux, c'est objectivement, la situation, elle est complexe. Mais elle n'est pas complexe parce que la part des ressources qui est accordée soit par l'AMO, soit par les complémentaires, a baissé.
Elle est complexe parce que effectivement, voilà, la question de la marge, elle est importante. Et je trouve que dans la convention de 2023, il y a quelque chose qui a un grand progrès et qui était une critique qu'on faisait au dispositif conventionnel. C'était que on se voyait pour une convention, on fixait des tarifs et on fixait aussi un peu des types d'actes et des technologies, enfin des types de soins d'un moment. Et puis ensuite, on ne se voyait plus pendant 10 ans. Et évidemment, le contenu de cette nomenclature-là était plus adapté aux pratiques et à la réalité économique. Là, on s'est revus, on revoit les choses plus régulièrement. On a revalorisé un certain nombre de plafonds, notamment sur les tarifs plafonds de prise en charge du 100% santé. On a quelque chose qui est plus réactif et il faut qu'on continue à avoir cette attention-là. Voilà, mais la question, je pense qu'elle est... Le modèle économique aujourd'hui, il suscite des questions. La question, c'est surtout l'avenir. C'est comment on passe les 10 années qui viennent devant nous. C'est la question que vous posiez tout à l'heure en ouverture. Et on aimerait avoir votre réponse. Comment on fait en prospective? Est-ce que, juste, on l'a abordé un petit peu sur la soutenabilité pour payer sa complémentaire santé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, les jeunes, les chômeurs et les plus vieux auront plus les moyens de payer leur complémentaire santé? Ça, c'est les trois catégories qu'on... Déjà, ça a été rappelé, il y a des mécanismes en France qui permettent de compenser. La C2S, elle a aussi vocation à intervenir dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas un vrai risque pour vous à ce niveau-là. C'est un sujet tarte à la crème, c'est surtout la complémentaire santé des seniors qui risque qui pose une difficulté, raison pour laquelle on est attentif, nous aussi, à ce qu'on ne déverse pas en permanence des coûts sur l'assurance santé où on rajoute une taxe. À la fin, c'est eux qui payent. C'est assez simple, j'ai essayé de rappeler mon modèle de comment fonctionne une assurance tout à l'heure, exactement pour ça. Il faut être conscient de ça. Donc quand on essaie de trouver des solutions politiques en disant mais au fond c'est simple, il n'y a qu'à faire payer aux complémentaires, en imaginant mais ça c'est une vraie tendance de fond. Il y a une espèce de tas d'or dans lequel on peut taper, c'est comment vous opposez à cette tendance de fond? Parce que la ministre, Madame Vautrin, comme elle n'a pas pu augmenter le ticket modérateur, vous allez m'abonner sur un terrain glissant, là, je sens. Elle va taxer les complémentaires santé. Quel est votre argument pour dire que ça n'a pas de sens? Ce que vous disiez un peu à l'instant. C'est pas forcément le sujet du dentaire aujourd'hui. Non, mais on voit bien la tendance. Oui, on voit bien la tendance, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des solutions faciles. Moi, je ne connais pas exactement la teneur de ce que propose Madame Vautrin. Elle a avancé un argument qui était qu'on aurait d'avance mis dans nos augmentations un transfert qui ne va pas se faire, donc elle va reprendre l'argent. Alors c'est le prémisse qui pose question, vu de ma fenêtre. Est-ce que vraiment toutes les complémentaires santé ont intégré ça dans leurs tarifs? Moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. Je peux vous le dire. Ça dépend de tellement de choses, contrat collectif, pas contrat collectif. Comme démarche, on va dire. Donc ça paraît un petit peu curieux de dire qu'on va faire un transfert et puis après de dire comme je ne le fais pas, je reprends dans les augmentations. Honnêtement, c'est bon. Après, les politiques commenteront peut-être ça tout à l'heure. Moi, c'est pas mon sujet. Je trouve que c'est pas la bonne solution. Au niveau prospectif, comment faire en sorte que ce soit mieux pour le patient, mieux pour le professionnel de santé, une meilleure synergie entre l'AMO et l'AMC? C'est ça le sujet, en fait. Alors, moi, je crois à l'intérêt de cette articulation entre l'AMO et l'AMC. On a des champs un peu différents, complémentaires. Il faut effectivement sans doute pas que l'assurance maladie se désengage partout. Par contre, qu'on ait un rôle accru, nous, pour aller vers la prévention, aller vers nos adhérents, pour changer ces taux de recours, effectivement, à ces dispositifs de prévention, tout ça, ça prendra du temps. Modèle économique, moi je suis d'accord avec Albert. Question un peu évidente, je vais le caricaturer, mais ça ne va pas aider au virage préventif si économiquement pour un professionnel, ça n'a rien à voir les revenus quand on fait du prothétique ou quand on fait des soins conservateurs. Alors, je sais bien que la conscience professionnelle fait que, etc., mais quand même, ça ne va pas aider. Donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là pour rendre attractifs les soins conservateurs dans la durée. Et puis pour travailler à l'encadrement des coûts, éviter toutes les dérives et éviter les fraudes, évidemment. Donc travailler la main dans la main avec l'assurance maladie sur ces sujets, c'est à mon avis évidemment ce qu'il faut faire à l'avenir.
L'exemple que je prenais tout à l'heure sur un certain nombre de centres qui se sont signalés ces dernières années dans une logique très financière, très lucrative, comme on disait tout à l'heure, et qui ont multiplié des actes inutiles, des actes fictifs. Est-ce que c'est limité ou est-ce que ça représente une masse importante? Les deux. Les deux, C'est-à-dire que c'est limité, mais s'il n'y avait pas eu une action concertée de la profession, des ordres, enfin de l'ordre national et des ordres régionaux, et de l'assurance maladie, pour mettre un grand coup d'arrêt à travers des contrôles, des déconventionnements, des sanctions pénales, enfin en tout cas des dépôts de plainte qui sont actuellement en train d'être instruites, on aurait pu avoir quelque chose qui devenait un peu industriel. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que malgré tout, ça n'est pas la solution miracle, mais éviter les soins inutiles qui sont pas pertinents et qui mobilisent par ailleurs du temps de chirurgien dentiste qu'on ne trouve pas par ailleurs sur un certain nombre de territoires pour accéder aux soins, etc. Il y a quelque chose qui est un peu systémique et qui est, en termes de pertinence de la dépense, en tout cas, un des leviers d'action. La lutte contre la fraude et la pertinence des soins et la prévention sont les deux. Je ne peux qu'abonder là-dedans. Pertinence et qualité des soins, c'était un des maîtres mots de la convention médicale qui nous a fait progresser dans ce sens-là. C'est un sujet pas facile. Alors, on avance parfois un chiffre, je ne sais pas le confirmer, qu'il y aurait 30% quand même d'actes inutiles ou non pertinents, qui est parfois évoqué. 50 milliards, oui. Alors, ou 75 milliards à 30%. Évidemment, je pense que là, on a collectivement des sources d'amélioration du financement collectif de la protection sociale. Il ne faut pas, même dans le même panier, la fraude et la pertinence des soins. Non. Il y a les deux sujets. Oui, mais c'est deux sujets différents. C'est deux sujets différents. Mais dans les centres sur de santé dentaire qui posaient problème, on avait les deux sujets. On avait des vraies fraudes sur des actes fictifs. Ou des, voilà. Ça, c'est pas bien. Non, il n'y a rien qui est bien, vous allez voir. On avait des qualités de soins très mauvaises et donc des pratiques qui ne respectaient pas, on va dire, l'attendu professionnel et donc des mutilations de patients. Ça a été médiatisé, on l'a vu, etc. Et on avait des actes qui n'étaient pas frauduleux, qui étaient bien faits, mais qui étaient inutiles et pas pertinents et pas adaptés. Voilà. Et donc, on n'était pas toujours dans la fraude absolue, mais on était dans une logique qui était une logique d'abord économique. Chaque fois que quelqu'un passait la porte du centre, il fallait que le panier, entre guillemets, soit le plus élevé possible. Et voilà, et on a besoin, pour le coup, de travailler avec la profession. Et je salue le partenariat qu'on a eu avec l'Ordre pour qu'ensemble, on évite que ces pratiques-là se diffusent. Et voilà, parce qu'à un moment donné, évidemment, ça donne une tonalité qui est dangereuse. Moi, je ne dis pas que la lutte contre la fraude, que le travail sur la pertinence des soins et que la prévention règle complètement le problème du modèle économique et de notre capacité à suivre l'évolution des dépenses et à les financer. Mais dans le contexte des finances publiques aujourd'hui, on a une obligation, assurance maladie complémentaire et la profession organisée, les syndicats et les ordres, à travailler ensemble sur ces axes-là, parce qu'on a un intérêt collectif à essayer de préserver le système. C'est plus le travail de l'AMO que l'AMC. L'AMC, vous n'avez pas beaucoup de levier là-dessus. Sur la pertinence et qualité des soins, on peut quand même en avoir. On peut nous essayer, d'où la liberté sur le contrat responsable, de dire il y a des soins plus ou moins pertinents à rembourser, mais ça fait partie de la liberté tarifaire. Mais moi, je crois que c'est un travail vraiment collectif. Je pense qu'il faut qu'on en parle dans le conventionnel, que ce soit un des sujets principaux, dans le dialogue avec les professionnels et avec les financeurs, de parler de cette pertinence et de cette qualité des soins. Parce que de toute façon, on ne trouvera pas beaucoup d'autres leviers pour résoudre, comme l'a dit Albert, il y a le virage préventif évidemment, mais ça rejoint la pertinence et qualité des soins pour améliorer l'équilibre de notre financement. Il nous reste un quart d'heure dans cette table ronde. S'il y a des questions, des commentaires ou des points de vue dans la salle, allez-y.
Bonjour, docteur. Alors, assez rapidement, parce que oui, on arrive au terme. Je ne serai pas longue. Marie-Christine Barbotin, syndicat des femmes chirurgiens-dentistes. Donc, je voulais vous remercier pour votre intervention et saluer celle du docteur Solera. Pour rebondir sur les dentistes consultants, la problématique, c'est qu'ils sont juges et parties, si je puis dire, puisqu'ils sont rémunérés par les mutuelles pour lesquelles ils interviennent. Donc... comme les médecins conseils, comme les chirurgiens dentistes conseils. Non, parce que les chirurgiens conseils, ils sont payés par la Sécu. Enfin, bah oui, ils sont payés par l'assurance maladie. Oui. Non, la problématique n'est absolument pas la même. Le 100%, le désengagement, le passage aux 60%, c'est peut-être en partie comblé par les complémentaires. Il est quand même à noter que les patients qui n'ont pas de complémentaires, eux, subissent quand même la perte de 10% du remboursement, alors que c'était déjà compliqué pour eux. D'accord. Alors, on va prendre la deuxième question au commentaire de monsieur, et puis après, vous répondrez et vous conclurez, parce qu'on va passer à la deuxième question. Patrick Lussica, je préside la Compagnie nationale des experts judiciaires en odontostomatologie. Je voudrais soutenir le point de vue du président Barnès. En particulier, certains confrères qui interviennent pour les mutuelles ont des demandes absolument infondées. Je vous donne un exemple. Pose de 2 implants et demande aux patients de faire des radiographies et d'envoyer à sa mutuelle. C'est contraire aux bonnes pratiques. Donc je crois que ça, il faut vraiment le mettre en avant. On ne peut pas faire subir des rayons à des patients qui n'en ont pas besoin. Donc je crois que les contrôles, c'est bien. On a fait beaucoup de contrôles avec les experts, en particulier sur les cercles déviants, mais on ne peut pas se placer hors des bonnes pratiques. Voilà. Alors, d'autres... non, Madame la Présidente, vous vouliez dire un mot? Non. D'autres commentaires ou questions? Je voulais poser une question. Ça peut être une transition pour le débat politique, en tout cas. Ah non, c'est moi qui fais la transition. Non, allez-y. Allez, non, je plaisante. Allez-y. C'est toujours bien quand on fait le travail des autres. Non non, Olivier Lafarge, je suis président du Comidan qui représente l'ensemble des fabricants et des distributeurs en chirurgie dentaire. Et on a beaucoup parlé de prévention. Et nous, avec l'ensemble des syndicats, je pense qu'on est très heureux qu'on parle de prévention et qu'effectivement, il y a un virage prothétique prévention. On parle beaucoup de remboursement, mais c'était peut-être un peu aussi pour élargir au-delà du remboursement. On parle d'accès aux soins, mais derrière, il faut des personnes pour soigner. Et aujourd'hui, on le sait, parce que tout le monde ne vit pas forcément en région parisienne. Il y a vraiment des déserts médicaux où il y a des délais et des distances qui sont très longues pour aller se faire soigner. Et il y avait dans la loi, en tout cas, quelque chose qui avait été voté, qui allait dans ce sens-là, qui était l'AD2. Aujourd'hui, c'est la délégation de tâches, en tout cas aujourd'hui, a été mis un peu de côté. Et comme nous arrivons à un débat politique, ça pourrait être intéressant, en tout cas aussi, qu'on axe aussi pour avancer. Il n'y aura pas que les remboursements, il y aura aussi la capacité aux chirurgiens dentistes d'être encadrés pour accueillir et faire plus de prévention. D'accord. Alors... Messieurs, réponses et conclusions. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de prévention, plus de pertinence, plus de justes soins, moins de fraude, plus de collaboration? Parce qu'on est quand même, on est quand même à un moment clé quand même de l'histoire de l'assurance maladie, hein, qui fête ses 80 ans et des complémentaires santé. Est-ce que quelle est votre vision dans les 5 années à venir? Moi, je laisserai le mot de la fin plutôt à l'assurance maladie, parce que finalement, on a commencé dans l'ordre inverse. Moi, je voudrais juste dire quelque chose très très simple pour conclure, c'est que oui, il faut qu'on s'attaque collectivement au problème de financement de notre système de soins. Et il faut le regarder avec des yeux lucides, sans stigmatisation, avec la réalité des choses, la réalité de ce que nous sommes, l'assurance maladie, et de ce que nous sommes, les complémentaires santé, dans nos métiers. Oui, il faut arriver à faire des économies ou à augmenter les financements, parce que la réalité, c'est que les soins coûtent plus cher. La réalité, c'est que la population française vieillit, ça, on le sait. Donc on est confronté à des choix, c'est-à-dire soit on augmente les ressources consacrées à ça, il faut bien les trouver quelque part, soit on fait payer le patient, soit au travers de sa complémentaire santé, soit au travers de son reste à charge, soit on finit par augmenter les ressources de l'assurance maladie en essayant de trouver toutes les façons de le faire. Mais on ne peut pas faire l'autruche face à ça. Et vous vous souvenez, dans mon introduction, j'ai essayé de rappeler très simplement comment on fixait un tarif de complémentaire santé. Vous avez le coût des soins, il faut travailler dessus, parfois l'encadrer, le discuter, le négocier. Mais nous, on est pour, en philosophie, une juste rémunération des professionnels de santé. Donc il ne faut pas non plus exagérer là-dessus. Puis il y a l'occurrence. L'occurrence, c'est le virage préventif, c'est la lutte contre la fraude, c'est tous ces sujets-là sur lesquels, deuxième message, une meilleure articulation AMO-AMC pour travailler sur pertinence et qualité des soins, on l'a dit,
pour travailler dans la lutte contre la fraude, et puis pour construire avec les professionnels de santé les programmes les plus intelligents en matière de santé, pour les Français. Et je voudrais souligner que la Convention dentaire de 2003, nous estimons que c'est une belle convention et que c'est un très bon exemple, ce qu'il faut plutôt valoriser. Je crois qu'il faut surmonter nos difficultés, nos dialogues sur le tiers payant. Oui, il y a un petit enjeu là-dessus. Et puis, dernier point, oui, plus on fera, c'est aussi pour les politiques, de la vision pluriannuelle ensemble sur ces questions de financement et de système de protection sociale, mieux ce sera pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on n'imagine pas, il y avait un titre provocateur, des engagements de l'assurance maladie, qu'en fait, de façon pluriannuelle, on aurait ou on n'aurait pas un désengagement de l'assurance maladie. Une question prospective. Voilà. Albert Othman. Je ne vais pas dire grand-chose d'intelligent à ce stade du débat. Moi, je pense que le chirurgien dentiste est un professionnel de santé, qu'il y a des thématiques transversales et que c'est important que la qualité de la relation entre l'assurance maladie et l'ensemble des professionnels de santé est une condition de l'efficience du système. On a un gros enjeu, peut-être la prochaine crise sanitaire, elle tournera autour de l'antibiorésistance. On a besoin de travailler étroitement avec les chirurgiens dentistes sur l'antibiorésistance, voilà, comme on le fait avec les autres professionnels. Donc moi, je crois que la place de l'assurance maladie, ce n'est pas du tout le désengagement, c'est de continuer à avoir un haut niveau de coopération avec les chirurgiens dentistes. Sur le dispositif conventionnel, qui n'est pas la question après des taux de remboursement décidés par le Parlement, etc. Mais sur le dispositif conventionnel, il est très critiquable, mais c'est probablement le moins mauvais par rapport à tous les autres. J'ai été en Allemagne il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un échange. Je peux vous dire que les chirurgiens dentistes allemands aimeraient bien être à la place des Français, que notre dispositif conventionnel, il n'est pas si mauvais. La prise en charge des soins dans le système public des assurances allemandes, assurances publiques de sécurité sociale, il n'y a quasiment aucune prise en charge des soins dentaires. Bon, voilà, donc globalement, notre système, il est perfectible. Il est compliqué, il nécessite des ajustements et des discussions qui sont toujours un peu riches, mais le résultat, quand on se parle et quand on négocie, et je crois qu'on l'a vu pour le coup sur le 100% santé, je parlais du 100% santé sur d'autres professions où ça s'est fait par réglementation qui venait du ministère par des décrets unilatéraux, on voit que ce n'est pas du tout la même philosophie et que quand il y a une discussion, même quand elle est compliquée, elle est toujours plus riche et elle permet un résultat qui est meilleur. Et objectivement, je crois que la Convention de 2023, même si elle était insuffisante par rapport aux revendications de la profession, c'est une très bonne convention qui justement met l'accent sur la prévention et que ça doit être vraiment notre priorité. Voilà un peu moi ce que je voulais dire, c'était l'attachement au dispositif conventionnel de l'assurance maladie et ensuite effectivement la pertinence de la deuxième table ronde, parce que je crois qu'effectivement, vous l'avez bien dit en introduction, la question au-delà du déremboursement du ticket modérateur et de la question des gens qui n'ont pas de complémentaire, vous avez raison, pour les gens qui n'ont pas de complémentaire, il n'y en a pas beaucoup, mais la question que vous posiez, c'est est-ce qu'il y en aura plus demain, notamment quand l'employeur ne prend pas en charge la moitié, etc. Bon, voilà, on peut se poser ce genre de questions. Et donc c'est vrai que la question de la soutenabilité financière, mais pas seulement du soin dentaire, de l'ensemble de notre système de santé, alors qu'il y a une demande de soins qui est très très forte, passe probablement par la prévention et par les sujets sur l'efficience, la pertinence. Et ça ne peut que se construire avec les différentes professions. Merci messieurs, merci. Donc pas de grand soir pour l'instant en tout cas. Madame la Présidente, vous vouliez dire un mot? Non, pas du tout. Je voulais vous remercier chaleureusement de vos interventions. Voilà, le mot est dit alors. Donc nous allons avoir la suite avec nos députés et nos sénateurs. Voilà, merci.